Aujourd'hui, je vais vous parler de la maladie de Parkinson, qui est une pathologie neurodégénérative, donc affectant le système nerveux. Ici, j'ai mis quelques personnalités affectées par la maladie de Parkinson, comme Yassir Arafat, le pape Jean-Paul II, Mohamed Ali le boxeur, et j'ai mis aussi Michael J. Fox. La maladie de Parkinson a été décrite pour la première fois par James Parkinson en 1817, quand il a publié son livre, un essai sur On the Shaken Palsy. Donc, shaken, c'est tremblement, palsy, c'est paralysie. Et vous allez comprendre pourquoi. Donc, la maladie de Parkinson est caractérisée d'abord par des symptômes moteurs cardinaux, comme le tremblement de repos, qui s'aggrave avec le relâchement des muscles ou le stress, et une disparition de ce tremblement quand le patient réalise un mouvement volontaire ou pendant son sommeil. Le deuxième symptôme, c'est la rigidité musculaire qui se traduit par une contracture musculaire permanente et généralisée. Troisième symptôme, c'est l'akinésie ou la bradykinésie. L'akinésie, c'est l'absence de mouvement. Bradykinésie, c'est le ralentissement des mouvements. Et enfin, des troubles de la posture, qui sont très gênants pour le patient. Cette maladie passe par différents stades. Donc, il y a une phase présymptomatique pendant laquelle il y a la mort neuronale au niveau du cerveau, mais il n'y a aucune manifestation de symptômes. Cette phase présymptomatique peut durer 7 années. Le premier stade, par la suite, où il y a les symptômes qui apparaissent, ces symptômes vont apparaître de façon unilatérale et ils comprennent au moins 2 des 3 symptômes suivants, c'est-à-dire soit tremblement de repos avec la raideur ou avec la kinésie ou raideur avec la kinésie. Au moins 2 sur les 3 symptômes. Le stade 2 est caractérisé par la bilatéralisation des symptômes, donc ces symptômes commencent à devenir bilatéraux et peuvent alors inclure des problèmes d'élocution, une posture déformée et des difficultés à marcher. Pendant le stade 3, les symptômes bilatéraux s'aggravent et des problèmes d'équilibre peuvent apparaître. L'autonomie de la personne n'est généralement pas affectée. Pendant le stade 4, les complications vont démarrer avec l'invalidité ainsi que l'autonomie de la personne est généralement pas affectée. La bradykinésie est plus prononcée, de même que les fluctuations, si elles sont présentes. Le stade 5, c'est quand la personne est confinée à un fauteuil roulant et devient grabataire. Donc vous avez à gauche les durées pour chaque stade. Comme j'ai dit au début, la maladie de Parkinson est une pathologie neurodégénérative caractérisée par la dégénérescence progressive des neurones dopaminergiques d'un tout petit endroit dans le cerveau qui s'appelle la pars compacta de la substance noire. Si on coupe de façon sagittale le cerveau, vous voyez les neurones dopaminergiques de la substance noire qui sont brunâtres avec une couleur foncée. Ça, c'est chez un individu normal, mais si on fait la même coupe chez un individu parkinsonien, on peut voir la disparition de ces taches brunâtres, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de neurones dopaminergiques, ça devient pâle. Donc, les neurones dopaminergiques de la substance noire, normalement, ils projettent sur le striatum où ils vont libérer donc le neurotransmetteur qui est la dopamine pour exercer son rôle. Donc, quand il n'y a plus de corps cellulaire des neurones, donc après la dégénérescence, il n'y a plus de libération de la dopamine. Donc, cette dopamine ne va plus être abondante pour se fixer sur les récepteurs et exercer son rôle. Alors, ce qui est un peu compliqué dans la maladie de Parkinson, c'est que d'abord, la vitesse de la dégénérescence est 2 fois plus rapide que lors d'un vieillissement normal et que l'apparition des symptômes moteurs ne va se manifester qu'au moment où on a 60% de perte des neurones dopaminergiques, ce qui se traduit par une diminution de plus de 70% de la concentration en dopamine dans le striatum. Donc, l'apparition des symptômes est retardée par rapport au début de la mort neuronale. Pourquoi cette apparition des symptômes retardée par rapport à la mort neuronale? Il existe 2 phénomènes principaux qu'on appelle des phénomènes compensatoires. Le premier, c'est une hyperactivité des neurones survivants.
Donc, ils vont essayer de produire et de libérer un maximum de dopamine pour compenser le manque. Et le deuxième phénomène, c'est l'hypersensibilité des récepteurs dopaminergiques. Puisqu'il y a peu de dopamine, ils seront assoiffés de récupérer cette dopamine, donc ce qui va provoquer leur hypersensibilité. Et ceci va maintenir en fait un niveau basal correct de la transmission dopaminergique. Donc en résumé, la dégénérescence des neurones dopaminergiques, il faut qu'elle dépasse 60% pour induire une déplétion de dopamine supérieure à 70%, et ce n'est qu'à partir de ce moment-là qu'il y aura la manifestation des symptômes moteurs. Alors, quels sont les traitements? Comme c'est une maladie dopaminergique, puisqu'il y a le manque de dopamine, donc ce sera d'abord un traitement de substitution qui a été proposé. Mais malheureusement, la dopamine ne traverse pas la barrière hémato-encéphalique, donc il fallait trouver une autre solution pour compenser ce manque de dopamine. Et l'idée, c'était d'utiliser le précurseur de la dopamine, qui est la L-Dopa. Comme vous le savez, la dopamine est synthétisée à partir de la tyrosine, qui va être transformée en L-Dopa, et cette L-Dopa va être transformée en dopamine par la dopa-décarboxylase. Donc, l'idée était d'utiliser cette L-Dopa pour compenser le manque de dopamine, c'est-à-dire une fois la L-Dopa va être au niveau du cerveau, elle va se transformer en dopamine. Alors, cette dopamine, une fois synthétisée, elle va agir au niveau des récepteurs. Et j'ai mis à droite un schéma avec des différents types de récepteurs à la dopamine. Et comme vous le voyez, nous avons deux familles de récepteurs principaux. Il y a la famille D1, composée par deux types de récepteurs qui sont les D1 et les D5. Et il y a la famille des récepteurs D2, composée par les D2, les D3 et les D4. Et donc, l'action de la dopamine sur l'une ou l'autre famille va provoquer une action différente. Donc, la L-Dopa est utilisée en combinaison avec un inhibiteur de la dopa-décarboxylase périphérique. Pourquoi? Parce qu'on a besoin que cette L-Dopa se transforme en dopamine uniquement au niveau du cerveau. Donc, il ne faut pas qu'elle se convertisse en dopamine au niveau périphérique, au niveau du reste de l'organisme, pour qu'elle n'entraîne pas d'effets secondaires. Donc, c'est pour ça qu'on utilise un inhibiteur de la dopa-décarboxylase périphérique. L'autre option, c'est d'utiliser des agonistes dopaminergiques qui vont se fixer directement sur les récepteurs dopaminergiques, que ce soit de la famille D1 ou D2, pour agir et entraîner leur action. La L-Dopa était un traitement de choix, elle le reste d'ailleurs jusqu'à maintenant. À court terme, la L-Dopa est très efficace sur la triade parkinsonienne, c'est-à-dire la kinésie, la rigidité et le tremblement. Par contre, elle a une faible efficacité thérapeutique sur les troubles de l'équilibre, le trouble de la parole et de la déglutition, ainsi que sur tout ce qui est affectif et émotionnel. À long terme, commencent à apparaître des complications, c'est-à-dire des fluctuations de l'effet thérapeutique avec une diminution de la période on. Le malade peut se retrouver entre l'état on et l'état off et il ne peut pas envisager ni savoir quand est-ce que ça va lui arriver. Et le deuxième problème qui est vraiment majeur, c'est la manifestation de dyskinésie qui se traduisent par des mouvements involontaires anormaux très gênants que le patient ne peut pas contrôler. Donc, ici, vous avez les différents stades après le traitement à la L-Dopa. Comme on le voit, la phase précoce, c'est ce qu'on appelle la lune de miel qui peut durer de 3 à 8 ans. Et vous avez par la suite une phase intermédiaire avec des fluctuations après 6 ans par rapport au début de la prise de la L-Dopa. Et on a un stade avancé où il y a aussi beaucoup de fluctuations et d'effets secondaires. Donc vous avez les proportions des patients qui sont affectés par rapport à chaque phase de traitement à la L-Dopa. Devant les limites du traitement à la L-Dopa, donc, et des médicaments de façon générale, il fallait rechercher de nouvelles approches thérapeutiques. Et pour cela, il fallait comprendre d'abord la physiopathologie de la maladie. Et ceci ne peut se faire qu'avec la mise au point de nouveaux modèles animaux.